As-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à faire revenir leur ex en suppliant une seconde chance, alors que toi, tu continues de souffrir en silence? L'erreur ne vient pas de l'intensité de tes sentiments, mais de la manière dont tu les exprimes. La philosophie stoïcienne, avec plus de 2000 ans de sagesse, révèle un secret que peu connaissent. Le véritable pouvoir d'attraction réside dans le détachement émotionnel et le contrôle de soi. Lorsque tu montres une dépendance excessive, sans même t'en rendre compte, tu repousses la personne. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler des techniques millénaires qui transformeront ton énergie et feront en sorte que cette personne spéciale ressente un manque profond, une absence presque insupportable. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une manière de retrouver ta valeur et ton pouvoir personnel. Tu comprendras bientôt pourquoi les grands philosophes stoïciens suscitaient une admiration profonde autour d'eux. Ils utilisaient des principes puissants que je vais te présenter en détail. Écris dans les commentaires « Je mérite d'être valorisé ». Ce simple geste activera ton engagement envers le changement et ouvrira la voie à des transformations immédiates dans tes relations. 1. Le détachement conscient. T'es-tu déjà rendu compte à quel point on peut devenir obsédé quand quelqu'un s'éloigne? C'est presque instinctif. Plus l'autre s'éloigne, plus on a envie de le poursuivre. C'est là l'erreur fatale dans les relations. Envoyer des messages, appeler sans arrêt, demander de l'attention. Tout cela produit l'effet inverse. Cela éloigne encore plus la personne que tu voudrais garder près de toi. Le détachement conscient est la première et la plus puissante des armes stoïciennes dans les relations. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être indifférent, mais de trouver la paix intérieure, que l'autre soit présent ou non. Les anciens stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle enseignaient « Ne cherche pas que les choses se passent comme tu le veux. Souhaite plutôt qu'elles se passent comme elles se passent vraiment, et ta vie sera paisible. » Quand tu pratiques le détachement conscient, quelque chose d'extraordinaire se produit. La personne qui s'était éloignée perçoit un changement. Avant, elle ressentait un besoin, une pression étouffante. Mais lorsque tu continues ta vie avec calme et équilibre, un vide surgit dans son esprit. Et ce vide déclenche une pensée troublante. Pourquoi est-il aussi bien sans moi? Pratique le détachement en acceptant la douleur du départ sans réagir de manière impulsive. Lorsque tu ressens le besoin d'écrire, respire profondément et demande-toi « Est-ce que je fais ça par besoin ou par lien authentique ?» La plupart du temps, tu réaliseras que ce n'est que la peur qui parle, pas l'amour. Crée des rituels simples qui renforcent ton autonomie émotionnelle. Prends ton petit déjeuner seul, savoure chaque bouchée ou fais une marche sans téléphone en observant simplement la nature. Ces moments te rappellent que tu es complet par toi-même. Le détachement, c'est aussi faire le ménage dans tes espaces physiques et numériques. Arrête de consulter les réseaux sociaux de cette personne. Résiste à la tentation de créer des scénarios dans ta tête sur ce qu'elle pourrait faire. Ces comportements alimentent l'obsession et t'éloignent de la guérison. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Une pratique puissante du stoïcisme est la prévisualisation du pire. Imagine que cette personne ne revienne jamais. Ressens pleinement cette douleur. Et ensuite, réalise que tu survivras quand même. C'est là que le détachement devient réel. Ce n'est ni de la froideur ni de l'indifférence, mais une profonde acceptation de ce qui est. On ne peut pas contrôler les sentiments ou les choix des autres. On ne peut contrôler que notre propre manière de réagir. Et quand tu incarnes vraiment cela, les autres le sentent. Ils perçoivent que tu ne cherches plus à les retenir. Et c'est précisément ce qui les attire à nouveau. La personne qui est partie s'attend à te voir désespéré, dépendant de sa présence pour être heureux. Mais quand elle découvre que tu es en paix, une question la hante. Que s'est-il passé? Pourquoi ne cherche-t-il plus à me reconquérir? Ce mystère crée un vide qu'elle voudra désespérément combler. Le détachement, c'est comme tenir du sable dans tes mains. Plus tu serres, plus il te file entre les doigts.
Si tu ouvres la main, le sable reste. Les relations fonctionnent de la même façon. Épictète disait, « Ne dis pas que tu as perdu quelque chose, dis que tu l'as rendu. » Cela semble dur, mais cela contient une vérité essentielle. Rien ni personne ne nous appartient vraiment. Quand tu comprends cela, tu cesses de traiter les gens comme des possessions et tu les honores pour ce qu'ils sont, des êtres libres. Aujourd'hui, commence un jeûne de contact. Fixe-toi 24 heures pendant lesquelles tu ne feras aucun pas vers cette personne. Utilise ce temps pour te reconnecter à toi-même. À chaque envie de contacter, détourne ton énergie vers une activité qui te nourrit. Tu vas reprogrammer ton esprit et découvrir que tu peux exister et même t'épanouir sans elle. 2. L'autocontrôle magnétique. L'autocontrôle magnétique, c'est la capacité de gérer tes émotions, même dans les situations les plus difficiles. Quand quelqu'un s'éloigne, notre première réaction est souvent explosive, colère, larmes, supplications. Mais ce comportement, bien que naturel, révèle une faiblesse émotionnelle peu attirante. Les stoïciens disaient que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement sur ces événements. Épictète affirmait « Ce ne sont pas les choses qui dérangent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Quand tu changes ta vision sur la séparation, en la voyant non comme un rejet, mais comme une opportunité de croissance, tes émotions changent aussi. Cet autocontrôle crée une force intérieure que les autres respectent spontanément. Imagine recroiser ton ex après la rupture. Il s'attend à voir un regard triste, une personne brisée. Mais tu arrives avec calme, sincérité et une énergie apaisée. Cette réaction crée un électrochoc. Il se demande « Comment fait-il pour aller si bien ?» Et il n'oubliera jamais ce moment. Pour développer cet aimant émotionnel, commence par observer tes réactions sans jugement. Quand ton cœur s'emballe en voyant son nom apparaître, remarque-le simplement. Dis-toi « Je ressens de l'anxiété en ce moment ». Nommer l'émotion réduit déjà son emprise. Ensuite, respire profondément 3 fois avant de décider comment réagir ou si tu dois réagir. L'autocontrôle ne signifie pas tout réprimer, mais choisir consciemment comment exprimer ce que tu ressens. Peut-être te sentiras-tu jaloux en voyant une photo d'elle avec quelqu'un d'autre. Plutôt que d'envoyer un message impulsif, transforme cette énergie en créativité, en soin personnel. La façon dont tu canalises tes émotions devient ta plus grande force. Un exercice puissant consiste à pratiquer le moment présent chaque fois que tu es tenté de réagir. Ralentis, respire et souviens-toi, ta paix intérieure est ta priorité. Quand tu te sens submergé par des pensées sur le passé, pourquoi nous sommes-nous séparés? Où sur le futur reviendra-t-il? Ramène doucement ton attention sur ce qui se passe maintenant. Écoute le son de ta respiration. Sens le contact de tes vêtements sur ta peau. Entends les bruits autour de toi. Cette pratique, répétée avec constance, renforce ta capacité à rester centré, peu importe les circonstances extérieures. Les gens sont instinctivement attirés par ceux qui font preuve d'autocontrôle. C'est une qualité rare et précieuse, surtout dans un monde où la majorité réagit impulsivement à la moindre provocation émotionnelle. Lorsque ton ex se rend compte que tu n'es pas consumé par la séparation, que tu conserves ta dignité et ton équilibre même dans les moments les plus difficiles, une curiosité irrésistible naît en elle. Qu'est-ce qui a changé chez toi? L'autodiscipline magnétique se manifeste aussi dans la communication. Si un contact existe encore, tes messages doivent être brefs, positifs, sans surcharge émotionnelle. Tu ne demandes pas où elle était, avec qui, ni pourquoi elle a mis du temps à répondre. Cette absence de contrôle, d'attente ou d'exigence crée un espace de liberté qui lui donne envie de revenir. Volontairement. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. C'est cela, la maîtrise de soi magnétique. Comprendre que même si tu ne peux pas contrôler le retour de l'autre, tu as un contrôle total sur ta façon de réagir à la situation. Pratique l'autocontrôle dans les petites situations du quotidien. Quand quelqu'un te coupe la route, au lieu de réagir avec colère, respire profondément et choisis le calme. Si un collègue fait un commentaire déplacé,
Réponds avec calme plutôt que de te justifier. Ces petits gestes renforcent ton muscle émotionnel et te préparent pour des épreuves plus intenses. L'autodiscipline magnétique, c'est aussi soigner ton expression faciale et ton langage corporel. Même si tu souffres à l'intérieur, garde une posture droite, un regard assuré et une expression sereine. Il ne s'agit pas de faire semblant, mais de choisir consciemment de ne pas laisser la douleur intérieure te définir à l'extérieur. Souviens-toi, le véritable autodomène qui attire n'est pas un masque d'indifférence. C'est une capacité sincère à ressentir pleinement, sans se laisser submerger par ses émotions. Cet équilibre, cette capacité à sentir sans se perdre, crée un magnétisme irrésistible. C'est ce qui fera que cette personne spéciale te manquera désespérément en se demandant « Pourquoi ai-je perdu quelqu'un d'aussi fort et stable émotionnellement ?» Troisième point, le silence stratégique. As-tu déjà remarqué à quel point le silence peut déstabiliser ? Dans une société hyper connectée, une pause dans la communication crée un malaise immédiat. Le silence stratégique utilise ce malaise à son avantage. Il crée un vide que l'autre ressent comme un manque insupportable. Quand quelqu'un s'éloigne et que tu continues de lui écrire, d'appeler, de chercher des explications, tu lui montres sans le vouloir que ta vie n'a plus de sens sans elle. Le silence stratégique renverse complètement cette dynamique. En cessant tout contact, tu crées un espace de mystère qui éveille sa curiosité. Mais ne te trompe pas, ce silence est difficile. Les premiers jours, tu auras envie d'écrire, tu trouveras 1000 excuses pour envoyer un petit message. Résister à cette impulsion demande de la force intérieure. Pourtant, les résultats sont incroyables. Ce silence n'est pas seulement stratégique pour l'autre, il est thérapeutique pour toi. Il permet aux émotions de se déposer, à ta clarté mentale de revenir. Le silence stratégique n'est pas un jeu manipulateur, c'est un acte de préservation intérieure, inspiré de la philosophie stoïcienne. Les anciens stoïciens pratiquaient volontairement la retraite et le silence pour fortifier leur esprit et retrouver leur lucidité. Sénèque écrivait « Retire-toi en toi-même autant que possible. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent. Reçois ceux que tu peux élever. Quand tu coupes la communication, tu crées un vide que l'esprit de l'autre tentera de combler par des suppositions. La nature humaine déteste le vide. Elle le remplit avec des histoires, des hypothèses. Sans tes messages, la personne qui s'était éloignée commence à se poser des questions. Pourquoi ne me cherche-t-il plus? M'a-t-il oublié? Est-il avec quelqu'un d'autre? Ces interrogations génèrent de l'anxiété et donc une envie croissante de savoir ce que tu deviens. Elle commence à surveiller tes réseaux sociaux, à chercher des indices sur ton état émotionnel. C'est le premier signe que ton silence stratégique fonctionne. Pendant cette période, il est crucial que tu fasses un vrai travail intérieur. Pose-toi des questions sincères. Quels étaient les schémas toxiques? Qu'as-tu ignoré? Quelle part de responsabilité te revient? Ce n'est pas le moment de te flageller, mais de grandir. L'absence de communication extérieure permet à ta voix intérieure d'émerger. L'une des plus grandes erreurs est de rompre ce silence trop tôt. Elle t'envoie un simple message. « Comment vas-tu » Et toi, pris par l'émotion, tu réponds tout de suite avec un long texte chargé d'émotions. À cet instant, tu perds tout le pouvoir du silence. La meilleure réponse? Attendre quelques heures. Répondre brièvement, de façon amicale mais détachée. Ce détachement doit aussi s'appliquer aux réseaux sociaux. Ne publie pas de phrases indirectes, de citations tristes ou de chansons mélancoliques. Cela trahirait ton instabilité intérieure. À l'inverse, si tu publies, fais-le avec sincérité. Montre ta croissance personnelle, tes moments de joie authentiques. Le but du silence stratégique n'est ni de manipuler ni de punir, mais de créer un espace où chacun peut réfléchir et ressentir clairement. Pour beaucoup de relations, cette séparation temporaire est essentielle. Elle permet aux deux de réaliser la valeur de ce qu'ils ont perdu. Comme le disait Marc Aurèle, ne gaspille pas le reste de ta vie à te tourmenter avec ce que les autres pensent. Aime ce que le présent t'offre. Dans cette période de calme, évite de chercher des informations sur ton ex via des amis communs.
cela finit toujours par lui revenir et ruine le but du silence, redevenir le centre de ta propre vie. Le pouvoir du silence stratégique grandit avec le temps. Au début, l'autre peut même ressentir du soulagement. Mais après quelques semaines, le doute s'installe. Et au bout d'un mois, l'absence de ton énergie laisse un vide douloureux. C'est à ce moment précis que la loi de l'attraction inversée entre en jeu dans toute sa puissance. Comprendre cela, c'est entrer dans un tout autre niveau de sagesse émotionnelle. Cela fonctionne parce que cela repose sur des principes psychologiques fondamentaux. La rareté augmente la valeur perçue. Lorsque tu étais constamment disponible, ta valeur émotionnelle diminuait. À présent, ton absence provoque une réévaluation complète de ton importance dans sa vie. Le silence stratégique est aussi puissant parce qu'il permet à l'autre personne de ressentir les conséquences naturelles de ses choix. Lorsqu'une personne s'éloigne et que tu restes présent, elle ne fait jamais réellement l'expérience de ce que cela signifie de ne plus t'avoir dans sa vie. Le silence lui permet de ressentir pleinement ton absence, sans le coussin que représentait ta disponibilité constante. Quatrième point, la présence authentique. Alors que le silence crée la distance nécessaire, la présence authentique concerne la manière dont tu te présentes au monde lorsqu'il y a une rencontre. C'est un moment décisif. Il déterminera si cette personne ressentira un désir profond de retrouver sa place dans ta vie, ou si elle passera simplement à autre chose. La présence authentique n'a rien à voir avec le fait de jouer un rôle ou de créer une personnalité idéalisée. Au contraire, elle consiste à te présenter comme la version la plus vraie et en même temps la plus élevée de toi-même. Les stoïciens croyaient que notre nature humaine la plus élevée se caractérise par la vertu, la sérénité et le sens. Lorsque tu incarnes ces qualités, tu deviens naturellement magnétique. Lorsqu'on revoit quelqu'un après une période de silence, le premier réflexe peut être de lui montrer à quel point il ou elle t'a manqué, ou à l'inverse, de faire semblant de t'en ficher. Mais les deux attitudes échouent, car elles ne sont pas authentiques. Être présent de manière authentique, c'est être là, vraiment là, sans agenda caché, sans attente désespérée, juste ouvert à l'expérience du moment. Pendant la rencontre, pratique l'écoute active. Plutôt que de préparer ta prochaine phrase ou chercher à impressionner, écoute vraiment. Pose des questions sincères. Intéresse-toi à l'autre, pas pour manipuler, mais par curiosité réelle. Cette qualité d'attention est rare et donc puissante. Ton langage corporel joue aussi un rôle majeur. Maintiens un contact visuel calme, sans fixer ni fuir. Reste détendu, le dos droit, les épaules relâchées. Souris naturellement, si tu en ressens l'envie. Ces gestes extérieurs traduisent une paix intérieure et une confiance tranquille, sans arrogance. Une autre forme puissante de présence authentique, c'est la capacité à reconnaître ses erreurs du passé sans auto-apitoiement ni auto-dévalorisation. Si tu as contribué à certains problèmes dans la relation, admets-le avec maturité. Par exemple, je me rends compte que mon insécurité a affecté notre communication. J'ai travaillé là-dessus et j'ai beaucoup appris. Une honnêteté vulnérable, exprimée avec dignité, est extrêmement attirante. Ta présence authentique se manifeste aussi dans la façon dont tu parles de ta vie actuelle. Évite les extrêmes, ne te plains pas exagérément, ne fais pas non plus semblant que tout est parfait sans l'autre. La vérité, équilibrée, touche davantage. Tu peux dire « J'ai eu des moments difficiles et d'autres très enrichissants. J'apprends beaucoup dans ce processus. » Cette authenticité inspire confiance et respect. Les stoïciens parlaient d'indifférence active, une acceptation paisible des circonstances, accompagnée d'actions vertueuses à l'intérieur de ces circonstances. Applique cela à ta rencontre, sois en paix avec tous les résultats possibles. Tu n'es pas là pour reconquérir désespérément, mais pour être en accord avec toi-même et laisser la vie suivre son cours. Quand tu cultives cette présence authentique, quelque chose d'extraordinaire se produit. La conversation coule naturellement. Il n'y a plus cette tension typique des rencontres remplies d'attentes. Ce naturel crée un espace de confort
où l'autre personne a envie de rester plus longtemps, de parler davantage, de se reconnecter profondément. Un élément essentiel de la présence authentique est de montrer subtilement, jamais de manière ostentatoire, ton évolution personnelle. Il n'est pas nécessaire d'annoncer haut et fort que tu as changé. Cela semblerait artificiel. Laisse plutôt ton attitude, ta perception et ta manière de réagir parler d'elle-même. Évite toute mention de nouvelles relations, même si elles existent. Ne crée pas de jalousie artificielle. C'est contraire au principe de la vertu. Ta seule présence authentique suffit à raviver l'intérêt, sans avoir besoin de jouer avec les émotions. Et souviens-toi, la fin de la rencontre est aussi cruciale que le début. Termine l'échange sur une note agréable, sans le faire durer au point d'épuisement. Un au revoir simple, calme, avec un sourire sincère, sans promesse ni attente immédiate, crée un espace libre que l'autre aura envie de remplir. La présence authentique n'est pas une technique, mais une pratique continue. Tu la développes chaque jour par la réflexion, la méditation, l'alignement avec tes valeurs les plus élevées. Lorsque tu deviens authentique, non seulement avec ton ex, mais avec chaque personne que tu rencontres, ta vie entière se transforme. Le pouvoir de la présence authentique, c'est qu'elle est rare. Dans un monde où la majorité des gens sont distraits, inquiets de leur image ou en quête de validation externe, une personne vraiment présente, centrée et en paix avec elle-même, exerce une attraction magnétique difficile à ignorer. C'est cette qualité qui fera que cette personne spéciale pensera à toi constamment, revivra intérieurement chaque instant de votre rencontre et désirera profondément en revivre d'autres. 5e point, une nouvelle vision émotionnelle. Cette nouvelle vision, c'est la capacité de transformer ta perception de la séparation. Quand quelqu'un s'éloigne, on a tendance à l'interpréter comme un rejet, un abandon, un échec personnel. Et cette interprétation engendre tristesse et désespoir. Les stoïciens, eux, ont compris le pouvoir de l'interprétation. Épictète disait « Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par l'idée qu'ils s'en font. Le fait qu'une personne s'éloigne est neutre. Ce qui le rend douloureux, c'est notre interprétation. Lorsque tu vois la rupture non comme un rejet, mais comme une opportunité de croissance et peut-être de retrouvailles futures dans de meilleures conditions, ton énergie émotionnelle change. Commence par identifier les histoires que tu te racontes. Il m'a quitté parce que je ne suis pas assez bien. Il a trouvé mieux. Je ne serai jamais aimé comme je le veux. Ce ne sont que des pensées, pas des vérités. Demande-toi, est-ce vraiment vrai? Ou étions-nous simplement à des étapes différentes de nos vies? Ce simple questionnement peut déjà apaiser ton esprit. Le plus grand changement, c'est de ne plus voir la rupture comme un échec, mais comme un temps nécessaire à la croissance des deux. Peut-être que la relation était devenue une dépendance. Peut-être que tu t'étais perdu à force de vouloir plaire. Peut-être que vous aviez besoin de ce temps pour redonner de la valeur à ce que vous aviez. Cette nouvelle histoire apporte espoir et sens là où il n'y avait que vide. Une pratique puissante. Écris une lettre que tu n'enverras jamais. Une lettre dans laquelle tu remercies cette rupture, car elle t'a fait grandir. Je suis reconnaissant pour ce temps de séparation, car il me permet de redécouvrir mes passions personnelles. Je suis reconnaissante aussi, car je développe des forces que je ne soupçonnais même pas. Cet exercice peut sembler étrange au début, mais il reprogramme ton esprit pour trouver de la valeur même dans les expériences douloureuses. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient amor fati, l'amour du destin, l'acceptation totale de tout ce qui se passe comme étant nécessaire et bénéfique à leur développement. Marc Aurèle a écrit « Aime seulement ce qui t'arrive et ce qui t'est destiné. Qu'est-ce qui pourrait mieux convenir à tes besoins ?» Lorsque tu adoptes vraiment cette vision, la séparation cesse d'être une catastrophe. Elle devient un chapitre nécessaire de ton histoire. Cette nouvelle perspective émotionnelle change aussi l'énergie que tu dégages. Si tu perçois la séparation comme un rejet, tu projettes de la détresse et du besoin. Mais si tu la vois comme une opportunité, tu rayonnes d'espoir et de potentiel. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent des possibilités positives,
pas par ceux qui émanent du désespoir. Ton ex ressentira inévitablement ce changement, même à distance. Et un aspect fondamental de cette nouvelle vision, c'est de transformer ce que tu as appris en actions concrètes. Si tu t'es rendu compte que tu avais mis de côté tes intérêts personnels durant la relation, commence à consacrer du temps à tes passions. Si tu as identifié des difficultés dans ta façon de communiquer, inscris-toi à une formation. Si tu as découvert des insécurités profondes, n'hésite pas à chercher de l'aide thérapeutique. Ces actions montrent que tu utilises véritablement les leçons tirées de cette rupture et que tu ne fais pas que regretter la perte. Cette nouvelle perspective s'applique aussi à la manière dont tu vois l'avenir. Plutôt que de t'obséder en te disant « je dois tout faire pour qu'on se remette ensemble », adopte plutôt cette pensée. Je suis en train de devenir la meilleure version de moi-même et cela attirera naturellement les bonnes personnes dans ma vie, que ce soit cette personne ou une autre. Cette mentalité crée une paix intérieure et, de façon étonnante, augmente aussi tes chances de réconciliation. Quand cette nouvelle vision s'intègre profondément, tu réalises que la douleur de la séparation n'était pas vraiment liée à l'autre personne, mais à tes propres blessures et peurs non résolues. Le retrait de l'autre n'a fait que faire remonter à la surface ce qui existait déjà en toi. Et cette prise de conscience est libératrice, car elle révèle que ton bonheur n'a jamais réellement dépendu de cette personne, mais de la relation que tu entretiens avec toi-même. Une pratique puissante pour installer cette nouvelle vision, c'est l'exercice du moi futur. Imagine-toi dans 5 ans, regardant en arrière cette période de séparation. Que dirait ton toi du futur, plus sage et expérimenté? Quels conseils te donnerait-il? Quelle perspective t'offrirait-il? Cette visualisation te permet de prendre du recul émotionnel et de voir le moment présent avec davantage de sagesse. Mais souviens-toi, adopter une nouvelle vision ne veut pas dire nier la douleur. Tu peux reconnaître pleinement la souffrance de la séparation tout en choisissant de la voir comme une étape d'un processus plus vaste de croissance. Les stoïciens ne nous ont jamais enseigné à cacher nos émotions, mais à comprendre que nos réactions émotionnelles sont liées à nos interprétations. Et ces interprétations, elles, sont sous notre contrôle. La nouvelle perspective émotionnelle atteint un sommet quand tu peux sincèrement dire « merci à cette rupture », peu importe qu'il y ait réconciliation ou non. Tu comprends que ce moment t'a transformé positivement. Et lorsque ton ex perçoit que tu as réellement grandi à travers la rupture, au lieu d'en être détruit, une admiration profonde émerge. Et une question inévitable surgit. Ai-je commis une erreur en m'éloignant de cette personne extraordinaire? Amour-propre rayonnant. L'amour-propre rayonnant va bien au-delà de l'estime de soi superficielle ou de quelques affirmations positives récitées sans conviction. C'est un état profond d'acceptation et de reconnaissance de toi-même qui se manifeste naturellement dans ta manière d'être. Quand tu cultives un amour-propre authentique, ta présence devient magnétique. Tu rayonnes d'une confiance tranquille qui attire naturellement les autres, surtout ceux qui s'étaient éloignés. La philosophie stoïcienne souligne la valeur inhérente de l'être humain vertueux, indépendamment de la validation extérieure. Marc Aurèle écrivait dans ses journaux « Regarde à l'intérieur, en toi se trouve la source du bien, une source qui peut jaillir éternellement si tu continues à creuser. » Cultiver un amour-propre rayonnant, c'est te connecter à cette source intérieure de valeur. C'est reconnaître ta dignité, quelles que soient les opinions des autres. Après une rupture, beaucoup d'entre nous intériorisent l'idée qu'ils ne sont pas dignes d'amour. On doute de sa valeur, de son charme, de sa place. Mais l'amour-propre rayonnant inverse complètement cette dynamique. Au lieu d'attendre qu'un autre confirme ta valeur, tu affirmes intérieurement « Je suis profondément digne d'amour et de respect. » Et cette vérité n'a besoin de personne à mes côtés pour être validée. Pratique des gestes quotidiens d'auto-soin pas pour impressionner qui que ce soit, mais comme une preuve de respect envers toi-même. Nourris ton corps avec des aliments sains. Bouge d'une manière qui te fait du bien. Pose des limites saines pour protéger ton énergie et ton temps. Ce ne sont pas des actes de vanité, mais des actes d'honneur envers toi-même.
C'est ainsi que tu montres que tu respectes le temple dans lequel tu habites. L'amour-propre rayonnant se manifeste aussi dans la façon dont tu te parles à toi-même. Observe ton dialogue intérieur. Te parles-tu avec la même tendresse que tu aurais pour un ami cher en difficulté? Ou est-ce que ton discours est dur, critique, punitif? Commence à remplacer consciemment les pensées d'auto-dénigrement par des affirmations réalistes et compatissantes. Je fais de mon mieux dans cette situation difficile. Je grandis chaque jour. Une pratique puissante. Écris-toi une lettre comme si tu étais ton meilleur ami. Souligne tes qualités. Rappelle-toi tes victoires passées. Console tes blessures. Cet exercice active cette compassion que tu offres souvent aux autres, mais que tu peux enfin t'offrir à toi-même. L'amour-propre rayonnant signifie aussi honorer tes rêves et tes aspirations, ceux que tu as laissés de côté pendant la relation. Peut-être as-tu abandonné un projet, mis de côté une passion ou renoncé à une ambition. Récupérer ces désirs profonds est une affirmation puissante de ta valeur et une source naturelle de joie. Une joie que les autres perçoivent immédiatement. Quand tu développes cet amour-propre, un changement magique se produit dans tes relations. Tu n'as plus besoin de validation. Cette absence de besoin crée une tranquillité intérieure, et cette tranquillité est profondément attirante. Ton ex, habitué à ton ancien besoin d'approbation, remarquera tout de suite ce changement. Et il ou elle sera intrigué par ta nouvelle autonomie émotionnelle. L'amour-propre rayonnant, c'est aussi savoir recevoir les compliments avec grâce. Au lieu de dire « Oh, ce n'était rien » ou d'en devenir dépendant, tu trouves vraiment. Tu apprends simplement à dire « Merci ». Et ce simple « merci » montre que tu connais ta valeur, sans arrogance ni insécurité. Crée des rituels personnels qui nourrissent ton esprit. Une promenade au lever du soleil, un moment de méditation, ou tout simplement t'asseoir en silence avec une tasse de thé, savourant ta propre compagnie. Ces moments sacrés de connexion à soi nourrissent un sentiment de plénitude. Et ce sentiment efface ce besoin qui, parfois, éloignait les autres. L'amour-propre rayonnant transforme. C'est un feu tranquille qui éclaire ton chemin et qui attire sans même chercher à séduire. Dans ta transformation intérieure, il y a un changement fondamental dans ta manière de concevoir l'amour romantique. Au lieu de chercher quelqu'un pour combler un vide ou compléter ta vie, tu recherches une personne avec qui partager la plénitude qui existe déjà en toi. Ce passage de « j'ai besoin de toi pour être heureux » à « je choisis de partager mon bonheur avec toi » change entièrement la dynamique de l'attraction. La forme la plus sincère de l'amour de soi, rayonnant, commence par le pardon de soi. Te pardonner pour les erreurs de tes relations passées, reconnaître que tu as fait de ton mieux avec les outils émotionnels et le niveau de conscience dont tu disposais à ce moment-là. Ce pardon libère une énergie précieuse qui, jusque-là, était gaspillée dans l'autocritique. Il te rend plus léger, plus magnétique. Une manifestation concrète de l'amour de soi, rayonnant, c'est ta capacité à être pleinement présent, même dans les moments de solitude. Tu ne te réfugies plus dans ton téléphone, l'alcool, la nourriture ou d'autres distractions pour fuir l'isolement. Être à l'aise avec sa propre compagnie est rare. Et pourtant, cette rareté est extrêmement attirante. Elle reflète une complétude intérieure que peu de gens possèdent. Mais attention, l'amour de soi rayonnant n'est ni de l'égoïsme ni du narcissisme. Ces attitudes sont en réalité les symptômes d'une profonde insécurité. Le véritable amour de soi s'étend naturellement vers la compassion pour les autres. Tu deviens plus généreux, plus patient, plus compréhensif. Pas pour plaire, mais parce que tu débordes d'un bien-être intérieur qui se diffuse autour de toi. Et quand ton ex s'aperçoit que tu as réellement éclos dans cet amour-propre lumineux, une pensée inévitable surgira. Il ou elle rayonne, sa lumière me manque. Ce constat ne provoque pas seulement un désir de retour. Il éveille une envie profonde de faire partie du voyage de transformation que tu es en train de vivre. Une attraction authentique, fondée sur l'admiration sincère. C'est ce type de lien qui peut ramener quelqu'un dans ta vie, non pas par besoin, mais par choix.
Nous vivons dans une ère de surexposition, où chaque pensée, chaque repas, chaque instant est partagé sur les réseaux sociaux. Et dans ce vacarme numérique, celui ou celle qui choisit la réserve se distingue immédiatement. Les stoïciens avaient compris la valeur de la discrétion, pas comme stratégie de manipulation, mais comme preuve de dignité personnelle. Après une rupture, l'impulsion naturelle est de tout montrer. Sa douleur, son processus de guérison, ses progrès. On publie des phrases de dépassement de soi, des photos pour montrer qu'on avance. Mais la voix la plus puissante est à l'opposé. Révèle moins, suggère davantage. Éveille la curiosité par ce qui n'est pas dit. Commence par réduire ta présence sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin de disparaître, mais diminue fortement la fréquence et le contenu personnel de tes publications. Et si tu choisis de publier, fais-le avec sens, que ce soit authentique, jamais dirigé subtilement vers ton ex. Cette modération numérique reflète une vie intérieure riche, une vie qui n'a pas besoin de validation constante. Et lorsque le contact se fait en personne ou à distance, maîtrise l'art de la communication suggestive. Inutile de raconter chaque détail. Partage juste assez pour éveiller l'intérêt. Dire simplement « je suis impliqué dans un projet passionnant » est bien plus intriguant que de détailler chaque nouveauté. Cette façon de communiquer crée un vide que l'esprit de l'autre cherche naturellement à combler. Cela s'applique aussi à ta transformation personnelle. Ne proclame pas tes nouveaux objectifs. Ne publie pas chaque séance de sport ni chaque cours suivi. Laisse tes résultats parler d'eux-mêmes. Quand ils seront visibles, leur impact sera décuplé. Les stoïciens prônent la vie privée. Sénèque disait « Aime-toi toi-même plus que ta réputation ». Cultiver une vie riche d'expériences non partagées immédiatement crée une aura de profondeur naturellement magnétique. En société, apprends à équilibrer accessibilité et réserve. Quand tu croises des amis communs ou ton ex, sois chaleureux et présent, mais garde une part de mystère. Ne te précipite pas pour raconter ta vie. Ne pose pas de questions trop personnelles non plus. Ce mélange de chaleur et de limites crée une dynamique intrigante. Il donne envie de se rapprocher. C'est particulièrement puissant quand il s'agit de ta vie amoureuse. La réaction classique est de faire semblant d'avoir quelqu'un pour provoquer la jalousie ou au contraire d'affirmer que tu es en pleine guérison. Mais les deux approches sont prévisibles. La meilleure manière, c'est de ne pas en parler du tout. Et si la question est posée directement, souris, réponds simplement « Je suis ouvert aux possibilités que la vie m'apporte ». Ce n'est pas jouer un jeu, c'est simplement comprendre que tout ne mérite pas d'être dit, que toutes les questions n'ont pas besoin de réponse et qu'il y a de la puissance dans ce que l'on préserve. Cette pratique ne crée pas seulement de l'intérêt chez l'autre, elle protège aussi ton espace émotionnel. Même dans le processus de reconnexion, cela s'applique également à ce que tu ressens encore pour ton ex. Tu pourrais être tenté de tout avouer. Tu me manques, je t'aime encore, je veux qu'on revienne ensemble. Mais cette honnêteté brutale peut être contre-productive. Elle étouffe, elle laisse peu de place pour que l'autre ressente à nouveau le désir. Garde une certaine ambiguïté, pas pour manipuler, mais pour respecter le rythme naturel du rapprochement. Les psychologues parlent de l'effet Zeigarnik, notre tendance à penser davantage aux choses inachevées. Si tu termines une conversation avec une histoire incomplète, un détail intrigant, une transformation mentionnée mais non expliquée, tu laisses dans l'esprit de l'autre une boucle ouverte. Et cette boucle restera vivante longtemps après la fin de l'échange. Habitude puissante. Pose plus de questions que tu ne donnes de réponses. Lorsque la conversation s'oriente vers ta vie, réponds brièvement, puis redirige avec un réel intérêt pour l'autre. Cela nourrit ton aura de mystère, tout en créant une connexion sincère. Ce positionnement demande du temps. Au début, tu auras l'impression que ça ne marche pas. Peut-être même que ton ex ne remarque rien. Mais au fil des semaines, puis des mois, ton attitude se démarquera de plus en plus. Dans un monde où tout le monde dit tout, celui qui s'est gardé pour lui devient inoubliable. Et c'est là que se joue l'attraction la plus puissante, dans le silence, la présence et l'élégance du non-dit.
Cela finit par transcender sa fonction initiale, qui était simplement d'attirer l'ex-partenaire. Cela devient une expression authentique de confiance en soi et de soins personnels. Une déclaration silencieuse. Tu n'as pas besoin de la validation constante des autres pour affirmer ta valeur. C'est justement cette authenticité sous-jacente qui, paradoxalement, crée une attraction magnétique. Et cette force peut faire revenir cette personne spéciale dans ta vie. Pas par simple curiosité, mais par une admiration profonde pour la personne que tu es devenue. L'attraction inévitable. C'est la dernière étape du voyage. Le moment où tous les principes que tu as intégrés convergent pour créer une force d'attraction si puissante qu'elle devient presque irrésistible. Il ne s'agit pas d'un simple truc ou d'une technique particulière, mais du résultat naturel de ta transformation intérieure. Les stoïciens avaient compris que la véritable influence ne venait pas de manipulation extérieure, mais d'une intégrité intérieure profonde. Quand tu pratiques avec constance tous ces principes, il se produit une alchimie intérieure. Tu ne cherches plus à attirer l'autre. Tu es devenu naturellement attirant simplement en étant ta meilleure version. Et cela se manifeste d'abord dans le regard. Lorsqu'il y a une rencontre, une nouvelle lumière apparaît dans ses yeux. Une combinaison de curiosité, de respect et d'intérêt. Un éclat qui n'était pas là auparavant. Et cela ne vient pas de ton désir de plaire, mais du fait qu'elle est véritablement intriguée par la transformation qu'elle perçoit en toi. Des coïncidences commencent alors à surgir. Elle apparaît dans les mêmes lieux que toi, entame des conversations, trouve des prétextes pour établir un contact. Des amis communs peuvent te dire qu'elle a demandé de tes nouvelles ou remarquer qu'elle réagit à tes publications sur les réseaux sociaux, même si elle ne commente pas directement. Ce sont des signes que quelque chose de fort est en train d'agir, silencieusement. À ce stade, la communication prend une nouvelle dimension. Les messages deviennent plus fréquents, plus personnels. Elle te demande des conseils ou partage des aspects vulnérables de sa vie. Elle évoque des souvenirs que vous avez partagés pour sonder subtilement tes réactions et voir s'il existe une possibilité de reconnexion. La clé, ici, est de maintenir l'équilibre entre ouverture et indépendance émotionnelle. Sois réceptif à ces approches, réponds avec chaleur et présence, mais ne sacrifie pas instantanément la vie que tu as reconstruite pour te replonger dans l'ancienne relation. Cette posture équilibrée envoie un message clair. Tu valorises la connexion, mais tu ne dépends plus d'elle pour être heureux. À mesure que cette dynamique se renforce, viennent les premières invitations à se revoir. Elles sont souvent présentées comme anodines. On pourrait prendre un café et discuter. Ou bien, j'ai un souci, j'aimerais avoir ton avis. Accepte-les avec sérénité, sans attentes excessives. Reste présent et authentique. Durant ces retrouvailles, elle te testera inconsciemment. Elle peut mentionner d'autres personnes qu'elle fréquente, faire des critiques voilées ou des commentaires provocateurs. Ta capacité à répondre avec calme, sans jalousie ni défense, est ce qui confirme la profondeur de ta transformation. Un moment crucial arrive, la conversation sincère. Celle où elle exprime enfin ses sentiments ou questionne les tiens. Ici, l'honnêteté compatissante est essentielle. Dis ce que tu ressens vraiment, sans promettre ce que tu ne peux pas tenir, ni nier ce qui est vrai. Par exemple, oui, je ressens toujours un lien spécial avec toi. Je suis ouvert à voir où cela pourrait nous mener, sans précipitation ni attente. Ce qui rend cette phase si puissante, c'est qu'elle ne dépend plus de techniques ou de stratégies temporaires. Tu ne fais pas semblant d'être une version améliorée de toi-même. Tu l'es devenu. Cette authenticité, c'est ce qui rend l'attraction irrésistible et durable. Parce qu'il n'y a pas de déception quand l'autre revient, elle découvre exactement la personne que tu es devenue. Souvent, les rôles s'inversent. Si avant c'était toi qui poursuivais, maintenant c'est elle qui montre de l'intérêt, qui prend des initiatives. Ce renversement ne doit pas être utilisé comme une revanche ou une prise de pouvoir, mais vu comme un rééquilibrage naturel. Car la relation a désormais le potentiel d'être bien plus saine. Ce moment ouvre aussi des discussions sur le passé, des conversations où chacun peut reconnaître ses erreurs et les schémas destructeurs. C'est une opportunité précieuse pour poser des bases nouvelles. Au lieu d'accuser,
Partage ce que tu as compris. Je me suis rendu compte que mon insécurité créait des dynamiques nocives entre nous. J'ai travaillé dessus et j'ai appris. Un point crucial dans cette phase. Rester fidèle à ce que tu as appris pendant la séparation. Quand la réconciliation approche, il est tentant d'abandonner les nouvelles habitudes pour retomber dans les vieux schémas. Résiste à cette tentation. Ce sont précisément ces nouveaux principes qui ont créé l'attraction. Et ce sont eux qui soutiendront une relation nouvelle, plus saine. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce que tu as à faire. » La beauté de ce moment, c'est qu'il ne naît pas de la manipulation, mais d'une transformation réelle. Tu as choisi d'être centré, confiant, aimant et présent. Et tu l'es devenu. L'attraction qui se manifeste aujourd'hui n'est que le reflet extérieur de ta réalité intérieure. Lorsque la relation se reconstruit, souviens-toi que l'objectif n'a jamais été simplement de récupérer l'autre, mais de créer une connexion totalement différente. Une connexion fondée non sur la dépendance ou la peur, mais sur un choix conscient et une admiration réciproque. Une connexion où vous vous choisissez librement chaque jour, non par besoin, mais par reconnaissance mutuelle de votre valeur. En terminant ce voyage, comprends que le vrai cadeau n'a pas été la réconciliation, mais la personne que tu es devenue en chemin. Même si la relation ne renaît pas comme tu l'espérais, tu ressors plus fort, plus sage, plus capable de créer des relations significatives. Cette transformation personnelle est, au fond, la plus grande des victoires. Tout ce qui vient après n'est que la conséquence naturelle de ta nouvelle et puissante façon d'être. Équilibre intérieur. Quand on cherche à reconquérir quelqu'un, on oscille souvent entre des extrêmes émotionnels. Un jour, on est confiant et décidé. Le lendemain, on est désespéré et incertain. Cette montagne russe émotionnelle ne fait que t'épuiser et projette une image d'instabilité. La philosophie stoïcienne, elle, t'invite à un chemin plus profond. Cultiver l'équilibre. Les anciens stoïciens comparèrent le sage à un rocher au milieu d'une mer agitée, ferme, inébranlable, indépendant des tempêtes environnantes. Cet équilibre intérieur ne signifie pas une froideur émotionnelle, mais une stabilité profonde qui imprègne toutes les émotions. C'est la capacité de ressentir intensément, sans être submergé par ce que l'on ressent. Commence par observer tes schémas de déséquilibre. Peut-être passes-tu de jours pleins d'espoir à des jours de profond découragement. Peut-être alternes-tu entre des efforts frénétiques pour tout récupérer et l'abandon total. Reconnaître ces oscillations est le premier pas pour retrouver ton centre. Une pratique puissante consiste à mettre en place des rituels quotidiens pour ancrer ta stabilité émotionnelle. Une méditation le matin, une promenade au coucher du soleil, un moment de gratitude avant de dormir. Ces simples habitudes créent des repères de stabilité, même dans les jours les plus éprouvants. L'équilibre intérieur se manifeste clairement dans la manière dont tu réagis face aux déclencheurs émotionnels. Lorsque tu vois une photo de ton ex avec quelqu'un d'autre, une réaction déséquilibrée serait la jalousie, l'obsession ou le désespoir. Une réponse équilibrée, elle, reconnaît la douleur sans la laisser dicter tes actes. Oui, cela me fait mal, mais je continue à prendre soin de moi. Une métaphore stoïcienne puissante est celle de l'aigle qui s'élève au-dessus de la tempête. En prenant de la hauteur, il ne nie pas la tempête en contrebas, il choisit simplement une perspective qui lui permet de voler en paix. Cultive cette capacité à t'élever au-dessus de l'agitation émotionnelle, à l'observer sans t'y perdre. L'équilibre se reflète aussi dans la constance de tes actes. Si tu changes radicalement selon ton humeur, tu crées de la confusion, pour toi comme pour les autres. Celui ou celle qui s'est éloigné ne sait plus qui tu es réellement. La cohérence dans tes gestes quotidiens transmet stabilité et fiabilité. Un exercice utile est de remettre en question tes pensées extrêmes. Quand tu te dis « elle ne reviendra jamais »,« je suis condamné à être seul », demande-toi « est-ce vraiment vrai ? En suis-je absolument certain ?»
De la même manière, si tu penses « si nous nous réconcilions, tout sera parfait », questionne aussi cette idéalisation. La vérité se trouve souvent dans l'équilibre entre les extrêmes. Les personnes sont naturellement attirées par celles qui dégagent une paix intérieure. Il y a quelque chose de profondément magnétique chez quelqu'un qui reste centré, peu importe les circonstances. Lorsque ton ex perçoit que tu n'es plus à la merci des vagues émotionnelles, un nouveau respect et un intérêt sincère peuvent émerger. L'équilibre intérieur permet aussi une chose rare, être en désaccord sans conflit. Si des tensions apparaissent lors d'un rapprochement, tu peux exprimer ton point de vue avec clarté, mais sans agressivité ni défense. Cette capacité à maintenir le lien même dans la différence est précieuse et irrésistible. Une autre expression subtile de l'équilibre, c'est la patience authentique. Pas celle qui dissimule l'angoisse, mais celle qui reflète une confiance paisible dans le déroulement naturel des choses. Tu ne cherches plus à précipiter une réconciliation ou à imposer des délais. Cette absence de pression crée un espace où l'autre peut revenir naturellement. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » L'équilibre intérieur repose précisément sur cette compréhension. Tu ne contrôles pas ce qui se passe autour de toi, ni les décisions des autres, mais tu peux entièrement choisir ta réponse intérieure. Cet équilibre ne naît pas du jour au lendemain, il se construit par la pratique. Chaque fois que tu choisis de rester serein face à une provocation, chaque fois que tu réponds avec calme au lieu de réagir impulsivement, chaque fois que tu acceptes l'incertitude sans paniquer, tu renforces cette force intérieure. La personne qui s'est éloignée s'est peut-être habituée à tes réactions déséquilibrées, ton insécurité, tes excès émotionnels, ton besoin d'attention constant. Mais quand elle découvre en toi quelqu'un de centré, stable et équilibré, elle ressent une attirance nouvelle, non plus basée sur l'habitude ou le besoin, mais sur une réelle admiration. C'est là que naît un renouvellement conscient. Quand une relation se termine ou traverse une crise, beaucoup veulent simplement reprendre là où ils se sont arrêtés, en ignorant ce qui a mené à la rupture. La voie stoïcienne propose une autre approche. Utiliser la sagesse tirée de la séparation pour créer quelque chose de fondamentalement nouveau, même avec la même personne. Les stoïciens enseignaient que la véritable sagesse vient d'une réflexion honnête sur ses échecs. Sénèque écrivait « Réfléchis à tes erreurs, tu y trouveras les graines de ton évolution. En examinant avec honnêteté ce qui a saboté la relation, tu obtiens une vision claire de ce qui doit changer. » La renaissance consciente commence par une évaluation sincère de ce que tu veux réellement dans une relation aujourd'hui. Tu as changé. Tes valeurs, tes priorités, ta compréhension de toi-même ont évolué. Demande-toi, qu'est-ce que je cherche vraiment dans une relation maintenant? Cette clarté guidera tous tes choix à venir. Un élément central de ce processus est la mise en place de nouveaux accords et de nouvelles limites. Peut-être qu'autrefois, tu acceptais des comportements que tu sais aujourd'hui être nocifs. Peut-être t'es-tu oublié pour plaire. La renaissance consciente exige que tu sois honnête sur ce que tu refuses désormais de tolérer ou de sacrifier. La communication dans cette phase est aussi différente. Plutôt que d'éviter les sujets délicats par peur de tout gâcher à nouveau, tu les abordes avec calme et courage. Tu peux dire, par exemple, « Je me rends compte que notre façon de communiquer ne nous faisait pas de bien. J'aimerais qu'on construise autre chose ensemble. » Les stoïciens considéraient la vertu comme l'expression suprême de l'être humain. Appliquée à une relation, la renaissance consciente n'est pas simplement l'absence d'erreurs passées, mais la culture active de qualités comme l'honnêteté, le courage, l'équité et la modération. Ce sont elles qui forment la base d'un lien vraiment résilient. Enfin, une pratique précieuse est de créer ensemble de nouveaux rituels de connexion. Si vous aviez l'habitude d'aller toujours aux mêmes endroits, de parler des mêmes choses, de retomber dans les mêmes dynamiques, innovez. Ouvrez un espace où votre relation peut renaître, non comme une copie du passé, mais comme une création nouvelle, plus consciente, plus forte et plus belle. Brise tes anciens schémas. Introduis délibérément des nouveautés dans ta vie, de nouveaux environnements, de nouvelles activités, de nouvelles façons d'interagir
qui ne portent pas l'empreinte inconsciente de tes anciens automatismes. La véritable transformation ne vient pas d'un événement unique, mais d'un processus constant. Chaque interaction est une opportunité. Soit tu renforces les nouveaux schémas, soit tu retombes dans les anciens. Reste attentif aux petits glissements vers les comportements problématiques du passé. Lorsqu'ils surgissent, accueille-les avec douceur, mais aussi avec fermeté. Un aspect souvent négligé de la reconstruction est la patience. Reconstruire la confiance, c'est lent. Ni toi, ni l'autre n'êtes indemne. Vous portez tous les deux des blessures, des peurs issues de la relation précédente. La confiance ne revient pas d'un coup. Elle renaît peu à peu, nourrie par la cohérence et la transparence dans la durée. Et n'oubliez jamais ceci, il ne s'agit pas de recréer ce que vous aviez avant. Cette ancienne relation a pris fin pour de bonnes raisons. Ce que vous construisez maintenant est complètement nouveau. Ce n'est pas une suite. C'est une création inédite, qui ne garde du passé que les leçons de ce qui n'a pas fonctionné. Comme l'a dit le philosophe Héraclite, aucun homme ne se baigne deux fois dans le même fleuve, car ni l'homme ni le fleuve ne sont les mêmes. Cette phrase résume parfaitement l'essence d'une vraie renaissance intérieure. Renouveler consciemment une relation, c'est aussi intégrer les enseignements profonds, le détachement, la maîtrise de soi, le silence stratégique, la présence authentique, une nouvelle vision émotionnelle, l'amour de soi et le mystère. Ce ne sont pas de simples outils pour reconquérir quelqu'un. Ce sont des qualités fondamentales qui nourrissent et soutiennent une connexion nouvelle. Imagine un jardin abandonné, envahi par les mauvaises herbes. Le but n'est pas d'arroser les plantes mortes, mais de nettoyer le sol, le préparer, puis semer à nouveau. De cette manière, tu crées des conditions bien plus favorables pour que quelque chose de vivant et de beau puisse éclore. Ainsi, au lieu de tomber dans le piège de prouver que, cette fois, ce sera différent, tu incarnes le changement. Tu ne dis pas que tu as changé, tu le montres. Et c'est cette authenticité qui pose les fondations d'une relation vraiment renouvelée. Une relation dans laquelle vous vous choisissez librement, non par peur de la solitude, mais par reconnaissance mutuelle de la valeur que vous apportez l'un à l'autre. Mais souviens-toi, la vraie transformation commence toujours en toi. C'est d'abord dans la relation que tu entretiens avec toi-même que le renouveau prend racine. Et c'est quand tu deviens plus conscient, plus équilibré, plus authentique, que tu attires naturellement une relation qui reflète ces mêmes qualités. Cette nouvelle relation ne sera pas seulement une source de plaisir ou de compagnie. Elle deviendra un espace d'évolution, de découverte et de croissance continue. Un lieu sacré où deux âmes se rencontrent, non pour combler un vide, mais pour créer ensemble quelque chose de plus grand. Et au cœur de cette transformation, les stoïciens nous rappellent « Accepte ce que tu ne peux pas changer, aie le courage de changer ce que tu peux, et surtout, cultive la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Parfois, tout ce qu'il te faut, c'est de la clarté. La clarté de ne plus courir après ceux qui ne te valorisent pas. Le stoïcisme peut apporter cette force, cet équilibre, ce silence qui les fera revenir. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.